superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « j'ai le droit ». Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passy. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça va péter, à Gaza? Ah oui. Ça sent l'attaque terrestre de plus en plus. Ouais. Il y a 360 000 hommes qui sont postés à la frontière. Plus que ça en réalité, parce que quand on compte les réservistes, des gens disent non, c'est plus que ça. C'est 1,5 million de personnes qui sont en armes, qui sont là. Évidemment, ils vont pas tous rentrer dans Gaza. Ce serait impossible de faire ça. Il est impossible de manœuvrer 1,5 million de personnes, mais il y a des gens qui vont être attitrés à la sécurité intérieure, d'autres qui vont aller protéger la frontière nord contre le Hezbollah. Et une bonne partie de ces gens, donc, vont rentrer dans Gaza. Ça sent de plus en plus ça. De toute façon, Netanyahou a déclaré hier que un homme du Hamas, un membre du Hamas, était un homme mort. Donc, je pense que, je sais pas ce qu'on attend de plus, là. Ça me semble assez évident que il va y avoir des combats de rue, ça va être terrible. Et en ce moment, donc, on bombarde la population, on détruit au maximum les infrastructures. Je suis sûr qu'il y a des bombardements aussi dans les entrées de souterrains, etc. Ouais. Puis c'est l'horreur de part et d'autre, là, mais c'est le Hamas qui est responsable de la situation. Totalement. On va Oui, non, le Hamas est responsable. Non, écoute, les Palestiniens sont opprimés par les Israéliens, ça fait aucun doute. Mais les massacres du Hamas, c'est eux qui ont fait ça. Le Hamas a décidé d'attaquer et de faire cette attaque-là. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui tiennent en otage les Palestiniens. Donc oui, le Hamas est responsable de ça totalement, effectivement. Oui. Bon, un nouveau président de la Chambre aux États-Unis. Ben, il y a un nouveau président de la Chambre. Non, attends, là. Il y a un nouveau candidat à la présidence de la Chambre qui a été nommé, Monsieur Skyler, avec 113 voix. 113 voix à l'intérieur du Parti républicain, qui a pas dit qu'il fallait que ce soit l'unanimité, donc on n'a pas plusieurs tours de vote. Mais ça fait beaucoup de personnes, là, ça fait une centaine de personnes, 99 personnes qui ont voté contre lui, qui ont voté pour un autre candidat, une personne qui a pas voté. Donc, je sais pas ce que ça va donner, ça, au premier tour à la Chambre. Je suis pas sûr, moi, que les républicains appuient ce président-là en majorité. Même, j'ai plutôt l'impression que non. Il y en a d'ailleurs qui ont dit qu'ils l'appuieraient pas. Et il faut 217 voix pour que ça passe. Alors, ils sont... donc, je pense que ce qui va se produire, c'est que il va y avoir plusieurs tours de vote et on verra. Peut-être que les démocrates vont voter pour lui. Peut-être pas aussi. Peut-être que les démocrates vont simplement le laisser le parti républicain macéré dans sa misère en espérant que tout le monde va bien voir ce qui est en train de se passer, va les regarder se déchirer. Il n'y a pas encore d'urgence, mais éventuellement, il va falloir que le budget soit adopté, puis éventuellement aussi, il va falloir que de l'aide militaire soit débloquée et pour l'Ukraine et pour Israël. Mais pour le moment, non, ça m'étonnerait pas qu'on ait droit à du grand théâtre politique. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine, ou l'invasion de l'Ukraine continue? Oui, il faut en parler parce que ça n'arrête pas. Et en fait, les Russes se préparent à passer l'hiver. Alors, comment est-ce qu'on se prépare à passer l'hiver en Ukraine pour les Russes? Évidemment, on construit davantage de fortifications, ça c'est certain. Mais on bombarde les Ukrainiens, on bombarde les installations énergétiques. En fait, on a une répétition de ce qui s'est passé à la veille de l'hiver dernier. Les Russes ont fait exactement la même chose. Ils refont encore la même chose cette année. Donc, ils profitent en fait du fait que l'attention internationale et surtout des États-Unis et de leurs alliés est plutôt portée sur Israël pour continuer à livrer toutes sortes d'attaques à redoubler d'attaques en fait contre l'Ukraine, mais qui tient bon. L'Ukraine qui quand même tient bon malgré tout. Bon, l'Union européenne, elle, se tourne vers la Chine. L'Union européenne est en train de passer des lois pour empêcher les Chinois de faire du dumping avec l'automobile d'abord parce que ils voient que les automobiles électriques chinoises sont très bon marché et probablement qu'il y a du dumping là-dedans, mais ils se tournent aussi vers d'autres produits, entre autres l'acier et les éoliennes. Ils ont besoin d'éoliennes, ils ont besoin d'énormément d'énergie éolienne. Et les producteurs d'éoliennes en Europe disent,
écoutez, on n'est pas capable d'accoter les prix des Chinois. Les prix des Chinois sont trop faibles. Donc, on parle d'imposer des droits de douane de 10%, 20%, 30% peut-être à ces produits chinois. Et ça fait tout à fait l'affaire des Américains qui font la même chose et qui aimeraient bien que tous leurs alliés imposent des droits de douane comme ça aux Chinois pour que il y ait de plus en plus il y a un renforcement des liens commerciaux entre les États-Unis et leurs alliés. C'est ce qui est en train de se faire donc en Europe. C'est important d'en parler. Bon, et pendant ce temps, la justice américaine accepte une faillite qui va priver les victimes des opiacés de près de 2/3 de leur dédommagement, là, ce qui était entendu. Oui, c'est la compagnie Mallinckrodt qui en fait a produit des opiacés, a dit que non, ça en générait aucune dépendance, que les médecins pouvaient prescrire ça sans problème. C'est évidemment complètement faux. Il y a des millions de personnes en fait qui sont devenues dépendantes. Il y a 600 000 personnes qui sont décédées à cause des opiacés. Cette compagnie-là n'est pas la seule à avoir produit des opiacés et à avoir induit en erreur le public et les médecins. Il y en a d'autres. Mais donc, elle devait payer 1,7 milliard de dollars en dommages aux victimes. Or, la compagnie dit qu'elle va faire faillite, etc. dit qu'elle ferait faillite. Donc, gentiment, si je puis dire, les défendeurs ont dit bon, écoutez, d'accord, on va vous aider, on va étaler les paiements sur plusieurs années. Et coup de théâtre, la compagnie se remet à nouveau sur la loi des faillites, dit qu'elle va vraiment faire faillite. Et donc, ça fait en sorte ça que les actionnaires vont être payés en premier, les employés vont être payés en premier, et finalement, il va rester pour les gens qui ont souffert des dommages de ce médicament, il va rester quelque chose comme 600-700 millions de dollars. Et bon, beaucoup de gens aux États-Unis trouvent que c'est un peu fort, ça. On comprend qu'il faut protéger les employés, on comprend qu'il faut protéger du monde, mais peut-être pas les actionnaires dans ce cas-ci, peut-être pas les dirigeants dans ce cas-ci non plus. Ouais. Et on trouve ça un peu dommage que la loi soit faite ainsi. Mais c'est ce qui va se produire. Mais tu vois, toute la méfiance envers l'industrie pharmacologique, là, envers les pharmaceutiques, là, tout ça, là, ça vient de ces événements-là. Tu sais, on se méfie, là, on en parlait des vaccins, puis là, on fait des amalgames. Les vaccins, les compagnies pharmaceutiques, c'est des bandits, mais sauf que elles font rien pour s'aider. Non, elles font rien pour s'aider. Elles font même pire que ça. Il existe aux États-Unis des compagnies qui ont comme objectif d'aider les pharmaceutiques à fixer les prix les plus élevés pour leurs médicaments sans que la population se révolte. Alors, elles font des études là-dessus. Elles essaient de voir jusqu'où on peut monter les prix. Imagine. Alors oui, l'industrie médicale en général est malade aux États-Unis et l'industrie pharmaceutique aussi, c'est très clair. Rapidement, ce qui se passe dans le nord de Paris et à Calais, en France? Oui, ce qui se passe, c'est que la police, pour la première fois, est en train d'interdire aux organismes qui distribuent de la nourriture aux gens, et donc, entre autres, aux sans-abri en général, elle leur a interdit de distribuer de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle dit, écoutez, quand vous distribuez de la nourriture comme ça, vous incitez les gens à faire des campements illégaux dans Paris. Ça ne marche plus. On peut plus avoir ça. Vous ne pouvez plus leur donner de la nourriture comme ça gratuitement. Alors, tu vois qu'ici, d'un côté, je suis sûr qu'il y a un côté de toi qui se révolte en disant, mais écoute, si les gens ont besoin de manger, faut qu'ils mangent. Il y a des questions humanitaires là-dedans. Mais d'un autre côté, c'est clair que tu veux pas qu'il y ait des campements en plein milieu de la ville et que ces campements envahissent petit à petit tout un quartier, fassent fermer les commerces et ainsi de suite. Ce qu'on voit ailleurs. Donc, vraiment, là, c'est des décisions qui sont épouvantables à prendre. Mais finalement, en France, à Paris, en tout cas, on a pris la décision de protéger les commerçants, de protéger les habitants des quartiers. Et je pense qu'effectivement, malheureusement, c'est eux qui doivent être protégés. On peut aider jusqu'à un certain point les sans-abri, mais quand ça se fait aux dépens des commerces, des habitants, etc., malheureusement, il faut prendre des mesures aussi draconiennes. Et peut-être qu'il faudrait s'en inspirer. Oui, peut-être qu'il faudrait y penser à Montréal, parce que on commence à avoir ces problèmes-là aussi. Loïc Tassé, merci.